Et salut des pieds jusqu'à la tête, de la mode à la culture, version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain, et c'est tout de suite. Le métier de doreur fait briller les yeux et les ouvrages, qu'ils soient modernes ou classiques, aucun ne résiste au savoir-faire de Patrick Proutot. Du festival de hier au podium, Richard René a su s'imposer dans le milieu de la mode. Désormais à la tête de la maison Guy Laroche, rien ne l'arrête. La capitale a traversé les âges et s'est emplie de ses souvenirs qu'elle s'offre à nous aujourd'hui. Des insectes qui grimpent sur une étole, une baleine style planche anatomique sur un mur, c'est Michael Caillou qui est aux manettes. Bon pour la tête, bon pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est point de vue. De la poudre dans une bouteille, une drôle de barre qui remplace un repas? Non, vous n'embarquez pas pour une mission spatiale, mais bien dans le monde de feed. Ces repas 2.0 ont vocation à nourrir les pressés, les baroudeurs, les véganes et plein d'autres encore. Fabriqués en France, sans gluten, sans lactose, sans noix et sans OGM, dégustation futuriste. Avec un total de 397 marches et une hauteur de 82,5 mètres, le phare de l'île Vierge est le plus haut d'Europe. Il va falloir commencer à se muscler les cuisses dès maintenant si vous voulez profiter de la vue façon bout du monde. Ce monument historique se dresse fièrement sur la côte bretonne. Alexandrie, Alexandra, Claude François peut aller se rhabiller. Des coloriages pour se détendre, des coloriages pour se la jouer cool kids ou encore des coloriages pour réviser vos classiques modes et réveiller la fashionista qui sommeille en vous. Avec carnet de mode parisienne, vos feutres prennent le contrôle des stylitos et perfectos des fashion victimes parisiennes. La chemise, tout le monde connaît, le caleçon aussi, mais connaissez-vous le cale-chemise? Vous envoyez les bodys de ces dames, vous voici désormais servis avec la version masculine, le cale-chemise. Ne nous demandez pas ce qui est passé par la tête de ces créateurs, nous on cherche encore, mais on adore le concept, plus sexy que la grenouillère. Pour donner un coup de jeune aux ouvrages anciens ou tout simplement pour décorer couverture et reliure de vos mémoires, il faut s'adresser à Patrick Proutot. Il existe des livres plus brillants que les autres, des ouvrages titrés et décorés à l'or. C'est le travail délicat de Patrick Proutot, doreur sur cuir. Premier outil indispensable, la presse adorée. En général, la plupart du temps, on se met dans une presse pour faire le titre ou la décoration du dos. Parce qu'on est sur un dos rond et il faut qu'on aille droit. Donc en général, on se met un petit peu le coude au corps comme ça, parce que si on est comme ça, on peut glisser et on peut abîmer le livre. Et après, il faut appeler le relieur pour lui dire qu'il y a eu une bêtise. Mais pas la peine d'appeler le relieur cette fois-ci, Patrick maîtrise son geste. Pour fixer le titre, le doreur utilise des fleurons. Ce sont de longues tiges métalliques au bout desquelles se distinguent des sortes de tampons. Patrick n'a plus qu'à choisir les lettres. On applique notre feuille d'or sur notre motif que l'on doit dorer. Quand c'est chauffé à 90-100 degrés, à ce moment-là, on se met bien en position. Alors toujours, il y a des petits mouvements à respecter pour bien tomber exactement dans les mêmes traces. Et là, le collage à chaud se fait. Ces motifs ou différentes polices de caractère, Patrick en possède des centaines. En plus de 30 ans de carrière, il en a amassé de chaque époque. 18e, c'est un petit, on peut avoir des petites fleurs, tandis que dans le 17e, il y a plus de pointillés, les lignes sont plus fines. En romantique, c'est un peu plus lourd. Donc oui, chaque époque a son style. Une fois que la feuille d'or s'est accrochée au livre, grâce au geste délicat mais assuré de Patrick, il peut nettoyer et retirer la partie qui n'a pas collé. D'ailleurs, vous avez remarqué, le doreur passe ses outils dans ses cheveux. Et ce n'est pas par coquetterie. Quand c'est pour des petits morceaux, on prend un petit peu de graisse sur le front et puis on passe. Alors il faut faire attention parce que si on met trop de graisse, ça peut risquer de tacher la peau s'il y a des peaux fragiles et certaines couleurs qui sont fragiles. Si je mets pas un petit peu de graisse, je vais faire ça, mais ça colle pas. Tandis que si je mets un petit peu de graisse, ça ne se décolle pas. C'est presque magique. Mais c'est surtout un savoir-faire acquis au fur et à mesure des années. L'artisan est presque tombé dedans quand il était petit. Son oncle et sa tante étaient doreurs et lui ont tout appris, même si après tant d'années, il a toujours des difficultés.
Le plus compliqué, c'est d'aller droit sur un dos rond, d'avoir, suivant la peau, la bonne température, le bon temps, parce qu'il y a certaines peaux, on va rester un petit poil plus longtemps. C'est tout un ensemble de choses qui font que, alors avec le temps, on se dit, tiens, sur cette peau-là, il faut que je reste un petit peu plus longtemps, il faut que je fasse attention. Mais voilà, et la difficulté, c'est que après, le livre n'est pas à nous. Et ce qu'on fait, c'est définitif. Si je me trompe, moi, c'est tracé au fer chaud. Il faut que j'appelle le relieur pour lui dire la reliure, il faut la refaire. Décidément, ce relieur, mais pas de panique, tout est toujours sous contrôle. Et malgré son apparence fragile et délicate, la feuille d'or traverse les siècles sans prendre une ride. Vous voyez des dorures du XVIIe ou du XVIIIe qui sont magnifiques. Alors, elles ne sont pas droites, parce que c'est comme ça, à l'époque, c'était comme ça. Mais au niveau brillance, qualité de dorure, c'est extraordinaire. La dorure peut être demandée pour la réédition d'ouvrages anciens ou encore par des particuliers amateurs de beaux livres. Dans un autre ton, Patrick exerce aussi son talent avec des pâtes de couleur montées sur un film. Il décore avec des lignes, des motifs et des dessins. En 1994, il a d'ailleurs été élu meilleur ouvrier de France pour ce livre. Il y a un filet or, un petit filet froid le long de la mosaïque, qui est une petite bande de peau, et un autre filet or. Après, c'est raccordé. Donc déjà, le dessin est costaud déjà. Puis après, toute la mosaïque. Donc sous la mosaïque, il faut gratter, écraser, pour que ça soit nickel, pour pas que le grain ressorte sur une mosaïque sans grain. Avec ses livres dorés, Patrick préserve un savoir-faire précieux de plus en plus rare. Blanc, noir, ombre, lumière, le terrain de jeu du créateur Richard René n'a de limite que celle de son imagination. Et c'est dans la maison Guy Laroche qu'il opère aujourd'hui. La maison Guy Laroche est une institution de la mode française. De son vivant, le couturier a modernisé la haute couture en libérant le corps de la femme des années 70. La maison a depuis laissé ses clés à Richard René. Le nouveau maître des lieux a posé ses valises en homme libre et fidèle aux fondations de la propriété. J'ai une vision de Guy Laroche et j'essaie de respecter cette vision avec ces codes, entre parenthèses, de Guy Laroche. C'est une espèce de forme de fluidité, de séduction et de pureté, enfin de minimalisme quelque part. Il y a toujours l'idée d'un dos surprise. Et comment ne pas penser à Mireille d'Arc qui dévoilait une chute de rein vertigineuse dans un film de 1972. Une scène mémorable pour une robe mythique créée par Guy Laroche. C'était une évidence pour Richard de s'inspirer de l'actrice pour sa toute première collection. J'ai toujours une affection pour cette actrice. Et puis cette réalisatrice et photographe. C'est exactement tout de suite ce que j'ai voulu faire quand on m'a dit on aimerait que vous fassiez Guy Laroche. Je voulais faire absolument une collection sur Mireille d'Arc. Et puis un mois après, j'ai appris qu'elle était décédée. Alors là, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut faire vraiment une collection sur Mireille d'Arc? Puis je me suis dit oui. Donc je l'ai fait quand même. Pour moi, c'était un joli hommage que je voulais lui rendre. Minimaliste, rigoureux et élégant, Richard René a su prendre les rênes de la maison d'une main de maître. Coupe incisive, disparition des coutures, le styliste mène une quête perpétuelle de la quintessence du vêtement. L'ADN de Richard René, c'est donc aussi un goût raffiné pour la matière. On sélectionne les tissus, certains tissus de la prochaine collection, à l'instinct, oui. Au hasard. C'est au toucher, c'est au tomber, c'est des choses que j'ai dans la tête et que je sais que couper, ce sera exactement ce qu'il faut. C'est le luxe absolu de travailler avec des tissus comme ça. C'est 90% d'un vêtement. Et le créateur s'entoure d'artisans de luxe. Jean-Laurent Perrin le couvre de tissus depuis quelques années. Moi, j'apprécie beaucoup le travail de Richard, justement parce qu'il est dans cette logique-là, effectivement d'excellence. Bon, il y a un certain minimalisme qui met forcément en valeur alors le style d'abord, mais après les matières. C'est un peu notre Père Noël à nous, il nous met en valeur, son style nous met en valeur. Mettre en avant des matières, une silhouette, Richard René y songe depuis qu'il est enfant.
Après un lycée de couture en Bretagne et une école d'art appliqué à Paris, c'est une rencontre inattendue qui lance sa carrière. Je croise André Poutman dans la rue et je lui demande si elle voulait bien voir mon book. Et puis elle me dit, écoutez, là j'ai pas le temps, mais déposez votre book avec plaisir à mon bureau dès demain matin. J'ai reçu un coup de téléphone de sa secrétaire une semaine après, qui me dit, est-ce que vous voulez bien revenir chercher mon book? Alors moi, je croyais que j'allais avoir un rendez-vous avec André Poutman. Ben non. Puis j'arrive chez moi, dans ma chambre de bonne, et j'ouvre mon book et il y avait un mot. Et là, elle me conseillait fortement d'appeler Claude Brouet chez Hermès. Donc j'appelle chez Hermès, chez Claude Brouet, au culot, de la part d'André Poutman. Évidemment, André Poutman n'a pas prévenu Claude Brouet, qui était à l'époque directrice artistique d'Hermès. Richard restera 2 ans et demi chez Hermès avant de continuer à apprendre chez Jean-Paul Gaultier pendant 7 ans. Mais après toutes ces années à imaginer pour les autres, il a envie d'une aventure plus personnelle. Il démissionne pour participer au festival de Hyères. Est-ce que vous auriez une petite pièce? Parce qu'il faut que je couse, ma collection n'est pas faite. Alors ils sont mis totalement déconfites parce que la présentation, c'était 5-6 jours après. Et puis pendant une semaine, j'ai fait toute la collection dans l'ancienne chambre de Marie-Laure de Noailles. Presque nuit et jour, parce qu'il m'avait laissé les clés. Je partais à 4h du matin, je revenais à 7h le matin. Vraiment, j'allais à mon hôtel juste pour prendre une douche et je revenais pour faire la collection. Et Richard termine sa collection dans les temps. L'objectif du festival est de repérer les talents de demain. Et le verdict est sans appel. Prix du public de hier, Richard René. Prix d'un grand magasin américain, Richard René. Prix 1, 2, 3, Richard René. Dernier prix, le grand prix, Richard René. Cette consécration marque un tournant dans sa carrière. Richard René entre dans le milieu très fermé des créateurs. Il crée sa propre marque et collabore avec plusieurs maisons. Sa modernité et sa vision subliment aujourd'hui la silhouette Guy Laroche. Bonjour Richard. Bonjour. Vous avez un parcours très diversifié entre Hermès, entre la couture chez Jean-Paul Gaultier, les accessoires, une ligne de maillots de bain et puis un festival de Hyères triomphant. Est-ce que l'appel de Guy Laroche était une évidence pour vous? Je ne sais pas si c'était une évidence, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir parce que c'est une maison que j'ai toujours bien aimée. Avec comme ça une espèce d'aura dans la mode assez différente des autres maisons. Ça venait à point nommé, en tout cas pour vous, pour votre carrière de à styliste. point nommé, je ne sais pas, parce qu'en même temps, je suis un garçon assez libre et j'ai toujours plus ou moins fait ce que j'avais envie de faire. Donc, et tout ce que je fais me fait plaisir, que ce soit des maillots de bain, des accessoires, dessiner un canapé ou dessiner autre chose, ça me fait plaisir. Donc, j'ai pas de plan de carrière. Les choses viennent et elles viennent à un moment où elles doivent venir. Donc je n'anticipe pas les choses. Alors on va parler de votre premier défilé, qui était un hommage à Mérida, qui a tellement bien incarné la maison Guy Laroche, c'est vrai. Mais pas que, il y avait des inspirations du style Bauhaus, de l'architecture, et puis peut-être aussi ce noir et blanc, quelque chose de très construit. Très construit, très opposé. Le in, le out, tous les opposés, le long, le court, dans la collection on le voit, le transparent, le opaque, tous ces opposés comme ça qui a un côté très couture des années 70, je trouve, un côté très libre. Et ce côté d'aujourd'hui, 2018, où j'ai l'impression qu'on le devient moins. Chaque fois une collection se termine, il y a déjà l'autre qui émerge, j'imagine. Comment vous gardez le cap? Je sais pas, j'ai toujours fait ça, donc pour moi c'est un plaisir. Non, mais quelque part, il doit y avoir un fil rouge. Le fil rouge, c'est l'envie. Je suis presque comme un enfant qui a toujours envie de faire quelque chose. Donc, quand une collection est terminée, pour moi, elle n'est jamais terminée, parce qu'il y a des choses où je ne suis pas allée au bout, où je n'ai pas eu le temps, où j'ai pris trop de temps sur un modèle et pas sur un autre. Donc forcément, dans la prochaine, c'est toujours la suite. Une collection est toujours la suite de l'autre.
Et moi, j'aime bien ça. Et puis en même temps, je donne des messages dans les vêtements que je fais. En général, quand je fais une collection, je sais que dans cette collection, il y aura le début de la prochaine. En fait, Richard, quand on construit un vêtement, on le déconstruit en même temps, Oui. on l'épure. C'est ça, d'arriver vraiment à mettre le moins de choses l'essentiel. possible. Le moins de choses possible. C'est Ah oui, dur. Au début, vous mettez beaucoup de c'est pas- choses non, et non, ensuite vous retirez. Non, c'est pas difficile. On est dans une époque où on s'aperçoit que on n'a plus besoin de tout ça et on se contente du minimum. Et du minimum, c'est quoi? Et le minimum, c'est une ligne, c'est rien. C'est juste le minimum. Ne pas montrer sans décoration. Pas de décoration. Le moins possible, en tout cas. J'essaie à chaque fois de poser le tissu sur la fille et de voir qu'est-ce que je peux en faire. Chaque fois, vous racontez une histoire. Ça, Ouais. ça on l'avait vu. Est-ce que vous pouvez nous parler de la prochaine? Alors, est-ce que je peux vous parler de la prochaine? Oui, je peux vous parler de la prochaine. Ce sera l'histoire de l'ombre et la lumière, D'accord, qui correspond bien au noir et blanc. qui correspond au noir et blanc, qui correspond à l'été, au lever du soleil et à son coucher, et tout ce qui est évidemment, il y aura une histoire avec, qui correspond à la maison. Merci beaucoup, Richard. Je vous en prie. Merci à vous. Taillot, lançons-nous à l'assaut de la capitale et de ses trésors moyenâgeux. Enfilez votre armure et sautez sur votre cheval. C'est parti pour une découverte d'un autre temps. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale à l'époque médiévale. Située sur l'île de la Cité, la conciergerie est souvent associée à sa fonction de prison et à sa prisonnière la plus célèbre, Marie-Antoinette. Pourtant, des années 1000 à 1400, la conciergerie a été le palais des rois de France. Et il est grand temps de redonner ses lettres de noblesse à cet établissement. C'est un site de pouvoir depuis l'époque gallo-romaine. Et on comprend bien en fait parce qu'on est sur l'île de la Cité, donc on est dans un endroit qui est naturellement protégé par les deux bras de Seine. Donc c'est là que le pouvoir s'installe. Et puis surtout à partir de l'an 1000, les rois s'installent ici, installent leur résidence et puis toute leur cour. Face à ces grandes pièces vides, il est difficile de se projeter. Mais la conciergerie a mis à disposition des outils de visite immersive. En 2 clics, on remonte le temps et voici à quoi ressemblaient les cuisines au XIIIe siècle. Elle servait à préparer les repas de toute la cour du roi et c'était plus de 2000 personnes qui mangeaient chaque jour ici. Donc on imagine la taille des cuisines nécessaires. Et puis, tant qu'on y est, voyons voir à quoi ressemblait la salle des gendarmes, qui était une sorte de salle à tout faire et qui regroupait tous les serviteurs et militaires du palais. Et qui dit palais, dit forcément banquet. Et grâce à de nombreux écrits, on sait exactement ce qu'il y avait dans les assiettes des convives de Charles V lors de l'Épiphanie 1378. Après ce cours d'histoire, on vous emmène chez Rêve d'Acier. Que vous soyez un fervent adepte des soirées costumées, un collectionneur pointilleux ou si vous pratiquez l'art de l'escrime ancienne, bienvenue dans la seule boutique de Paris où vous trouverez l'attirail parfait des chevaliers les plus valeureux de l'époque médiévale. En ouvrant sa boutique, Marc Muscadel a voulu offrir ce qu'il y a de mieux en se procurant des armes forgées dans les pays de l'Est. On ne vous cache pas que pratiquer l'escrime ancienne demande un certain budget, car vous êtes protégé de la tête aux pieds. Mais comme on est curieux, voici la tenue complète sortie tout droit des films de KPDP et qui devrait vous faire gagner plus d'un combat. Maintenant que nous sommes équipés, que diriez-vous d'aller prendre quelques cours pour devenir un redoutable chevalier ? La salle d'armes, fondée en 2005 par Patrice Camboni, maître d'armes depuis 3 générations, accueille les curieux, sportifs et passionnés d'histoire qui aimeraient apprendre à manier l'épée. À la salle d'armes, on enseigne plusieurs disciplines. Il y a l'escrime ancienne. C'est de l'escrime, donc la méthodologie de l'escrime olympique aujourd'hui, donc du combat avec arrêt à la touche. La grande différence, c'est qu'on va utiliser d'autres outils que simplement fleuret, épée, sabre. On va utiliser par exemple des simulateurs de sabre de cavalerie, d'épée longue, de lance, de dague.
Et il y a également le béour, qui se pratiquait à l'origine à cheval et dont le but est de faire tomber l'adversaire. Et pour cette discipline, le matériel est très important. On est un sport à matériel. Donc sans matériel, on ne peut pas pratiquer notre activité. Et le matériel est encore plus marqué en armure ou en escrime ancienne parce que le matériel est le plus possible fait sur mesure de manière à être le plus proche possible du corps pour entraver le moins possible les mouvements, protéger un maximum. Le béour se pratiquait généralement en armure, épée et bouclier à bout de bras. Mais l'équipe vient tout juste de rentrer des derniers championnats du monde, alors on assiste à un cours de béour léger avec arme en mousse, ce qui n'empêche pas d'apprendre quelques bottes secrètes infaillibles. Alors, tous à vos boucliers et en garde! Entre cabinet de curiosité et zoo urbain, Michael Caillou a dompté tous les supports et techniques créatives pour donner vie à des créations enchanteresses. Entrer dans l'atelier de Michael Caillou, c'est faire un voyage tout en poésie. L'artiste évolue au milieu de ses œuvres colorées inspirées par la nature. Un univers qui lui colle à la peau et qui commence par un trait de crayon. Vers 4 ans, j'ai commencé à dessiner. Je dessinais partout. Ma mère me laissait dessiner absolument là où j'avais envie, parce qu'elle était plutôt cool et je crois qu'elle aimait ce que je faisais. C'était ma première fan. J'ai fait tout de suite un bac art appliqué. Et donc du coup, après, je suis rentré à l'école du Perret et j'ai fait mes 4 ans d'études pour avoir un diplôme supérieur d'art appliqué. À la sortie d'école, il crée son entreprise avec quelques camarades. Il travaille pour des bureaux de tendance. Mais au bout de 10 ans, l'artiste se lasse de l'aspect commercial. Il veut revenir vers quelque chose de plus personnel et plus artisanal. Il décide de se former pendant 4 ans aux techniques de gravure. Et c'est au Musée des Arts Décoratifs que l'artiste a un déclic. J'ai découvert la pièce des bijoux permanents. Je rentre dans cette pièce et je vois un mur avec des peignes Lalique, André Lalique. Et là, je les vois au mur et je me dis, c'est fou, c'est tellement beau, ces bijoux, ça pourrait être des bijoux muraux. Et en fait, à partir de là, j'ai découpé une plaque de cuivre. Et là est commencé le concept de mélanger la gravure à l'eau forte et la découpe du métal. Un concept de détournement tout droit sorti de son imaginaire. Je les ai appelés bijoux parce que comme je découpe l'objet comme un bijou et que j'avais pas forcément envie de faire des vrais bijoux parce que c'était ma quête de faire quelque chose de moins commercial, enfin d'être dans quelque chose sans concession commerciale, de faire des objets qui me plaisaient, donc comme des collections d'objets rares. Et donc du coup, ce concept, à la base, les gens ne comprenaient pas. Enfin, ils me disaient, mais c'est quoi les bijoux muraux, mais ça sert à quoi? Justement, c'est quelque chose qui est à un endroit où il ne doit pas être. Fasciné par les arts décoratifs et l'art nouveau, Michael manie l'anachronisme à la perfection. Mes influences se mélangent. Et moi, j'aime bien mélanger des choses qui datent Enfin, on a l'impression que ça date du XVIIIe siècle et des choses plus actuelles. Donc, je m'amuse des fois à m'inspirer d'une vieille gravure que je vais détourner, que je vais simplifier. Et son univers, il l'applique jusqu'à la soie. Il y a 3 ans, Michael a créé une collection de foulards entièrement fabriqués en France. Des séries limitées, c'est-à-dire que je les imprime par 6 exemplaires de chaque modèle. Et en fait, je change régulièrement soit les couleurs, soit je fais des nouveaux modèles. Donc ça reste des produits rares. C'est vraiment du sur-mesure. En fait, c'est un produit, d'ailleurs tous mes produits design que je fais dans mes propres collections, ce sont souvent un rapport avec soit des artisans d'art par rapport à la papeterie, soit c'est des gens avec qui j'arrive à travailler et qui acceptent quand même d'être dans des notions de petite quantité, de séries limitées. Mais ne croyez pas que Michael s'arrête là. Aucun support ne semble lui résister. Papier peint, livres pour enfants. L'artiste a même créé une collection de parapluies. Mais quelle sera sa prochaine cible ?
j'aimerais bien travailler de la gravure sur le verre. C'est quelque chose qui pourrait, ça fait longtemps que j'en parle. Après, c'est une mise en œuvre qui est un peu plus compliquée. Je ne sais pas encore graver sur le verre, mais bientôt. Voilà. Insatiable touche à tout, Michael Caillot n'a pas fini de nous faire voyager dans son monde fabuleux et haut en couleurs. Version française est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite. Et en attendant, n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!